Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième émission de Mission Midget 3A. Une deuxième en quelques jours. On avait fait notre première balado-diffusion il y a 3 jours environ, vendredi dernier. Nous voilà déjà de retour ce mardi 22 octobre pour la deuxième émission. Comme je vous en avais parlé la dernière fois, on aura ensuite des épisodes à chaque semaine, les mardis. Donc, on va vraiment pouvoir prendre notre rendez-vous hebdomadaire, comme on dit. Ça avait juste été un vendredi pour une première semaine. Alors, bienvenue à tous à cette deuxième balado-diffusion de Mission Midget 3A. Cette semaine, une autre grosse émission que je vous ai préparée. J'en avais parlé la semaine dernière quand je vous parlais des grands rendez-vous de la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Il y a celui de la Coupe TELUS 2020 qui aura lieu en avril 2020 à Saint-Hyacinthe. C'est un rendez-vous qu'on va surveiller tout au long de la saison et dont lequel on va parler parce que c'est l'année où le Québec reçoit ce tournoi-là. Comme je vous le disais, c'est un tournoi qu'on reçoit une fois aux 5 ans au Québec. Alors forcément, la saison où on le reçoit, ça crée un engouement qui est différent quand même, sachant déjà qu'on va avoir 2 équipes du Québec qui vont être au tournoi et sachant aussi que les meilleures équipes midget au Canada vont être à Saint-Hyacinthe. Et ça fait donc que je vous ai préparé aujourd'hui une émission. Oui, on va parler de l'actualité cette semaine, mais on va aussi s'entretenir avec Marc-André Grondat, qui est l'entraîneur-chef de la seule équipe actuellement qui est assurée de participer à la Coupe TELUS 2020, les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Partout au Canada, il y a une équipe qui est sûre qui va être là, et ce sont les Gaulois. Alors, c'est un défi et un privilège, un challenge, dépendant comment on le voit, pour les Gaulois, de savoir déjà dès le mois de septembre qu'on va être là jusqu'à la fin. Je vais pouvoir en parler avec lui dans quelques minutes. Je me suis également entretenu il y a quelques semaines avec Jean Bédard, qui est bien connu évidemment du monde de la boxe en particulier depuis de nombreuses années et qui est celui qui est le président du comité organisationnel de la Coupe TELUS 2020 pour parler un peu de ce que ça représente d'organiser ce tournoi. Et je voulais lui parler tôt dans la saison et je voulais vous présenter cette émission-là tôt dans la saison pour qu'on puisse comprendre vraiment à quel point c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance, que c'est pas quelque chose que on prévoit quelques semaines seulement à l'avance. Ça fait déjà des mois que le comité travaille sur ce tournoi-là et je suis sûr que Marc-André aussi, depuis des mois, sait qu'il a ce tournoi-là et travaille ainsi en conséquence. Alors, je voulais qu'on puisse en faire comment je pourrais dire, un point de vue un peu dès le début de la saison. Et évidemment, on va en reparler périodiquement tout au long de la saison pour nous amener jusqu'au mois d'avril 2020 à Saint-Hyacinthe. Alors, vous pouvez nous écouter encore comme la semaine dernière. Je pense que ça s'est bien passé. Les retours ont été positifs, que ce soit sur l'RDS.ca, sur le site de la Ligue de hockey Midget 3A et sur les plateformes de balado-diffusion, que ce soit Spreaker, iHeartRadio ou Spotify. Ça m'a fait bien plaisir de lire vos commentaires au cours de la dernière semaine. Je vous remercie à ceux qui m'ont écrit et on va essayer de continuer d'améliorer le concept. Comme on dit, ça avait été une première la semaine passée qui s'est bien passée. Puis on va voir où on s'en va avec cette nouvelle balado-diffusion. Si on revient avant de parler un peu avec Marc-André, si on revient un peu sur l'actualité des derniers matchs, c'était le retour au jeu vendredi dernier après un bon 10 jours d'arrêt de match. C'était un 10 jours qu'on avait prévu au calendrier qui était consacré pour les études, pour une semaine de perfectionnement scolaire, comme on dit un peu, de pouvoir vraiment se concentrer sur le volet scolaire de sa saison pour les joueurs. Alors vendredi dernier, ça reprenait l'action et on a eu vendredi soir, je pense, la plus grosse surprise de la fin de semaine avec une victoire des Albatros du Collège Notre-Dame 2-1 contre les Cantonniers de Magog. Celle-là, elle n'était pas prévue. Comme on dit, s'il y avait eu des paris à faire, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui auraient parié sur les Albatros qui ont joué un grand match ce soir-là. 2 buts de William Lepage. Il a marqué les 2 buts des Albatros et c'était leur première victoire de la saison contre une équipe, les Cantonniers, qui n'avait pas encore perdu en temps réglementaire. Alors, première défaite en temps réglementaire pour les Cantonniers et première victoire de la saison pour les Albatros du Collège Notre-Dame. Ça a été un gros résultat pour eux à domicile là-bas à Rivière-du-Loup au centre Premier Tech. Alors, assurément une belle victoire qui, on l'espère pour eux, va leur donner un peu d'élan pour lancer cette saison. C'est plus difficile pour eux depuis le début de la campagne. Magog, le lendemain, a gagné 2-1 contre les Séminaires Saint-François pour au moins, comme on dit, sauver son week-end avec une fiche de 500. Sinon, 2 victoires pour le Rousseau Royal de Laval-Montréal, une contre le Collège Notre-Dame et une contre les Lions du Lac-Saint-Louis. Châteauguay, je ne jouais qu'un seul match cette semaine. On les surveille un peu, Châteauguay, parce que c'est l'équipe qui a la meilleure séquence actuellement. 5e victoire de suite qu'on a acquis ce week-end avec une victoire contre les Forestiers d'Amos samedi après-midi 4-2. Ça leur fait donc 5 victoires consécutives pour les Grenadiers de Châteauguay qui replacent tranquillement pas vite leur début de saison qui avait été plus
difficile de leur côté. On avait commencé avec quelques défaites consécutives et là, on réussit à coller des victoires. Alors, ça contrebalance un peu ce début de saison-là. 2 victoires aussi pour Saint-Eustache contre le Collège Esther-Blondin et contre le Collège Charles-Lemoine. 3 autres points pour Antonin Véraud, qui est toujours au premier rang du classement des meilleurs pointeurs de la Ligue. 21 points jusqu'à maintenant en 12 matchs. Antonin Véraud, un joueur de 15 ans qui est répertorié parmi les meilleurs là, pour le repêchage. Évidemment, c'est très tôt encore dans la saison. On est seulement au mois d'octobre, mais qui fait partie des bons espoirs de 15 ans qu'on va surveiller cette année. Je vais vous en reparler d'ailleurs un petit peu de ce classement déjà des espoirs qu'on commence à parler de plus en plus déjà. Son coéquipier Mathis Cloutier, qui est 3e dans la Ligue avec 17 points en 12 matchs depuis le début de la campagne. Elliot Lavoie des Chevaliers de Lévis a marqué 2 autres buts ce week-end pour porter à 14 son total en 14 matchs. Elliot Lavoie, lui, il était là l'an dernier avec les Chevaliers. Dans leur méga saison là, de 41 victoires en 42 matchs. Il avait eu un rôle plus effacé un peu. Il n'était pas dans un rôle offensif la saison dernière. Cette saison, il a vraiment pris les rênes là, de l'équipe du côté offensif et compte déjà 14 buts à son actif. C'est un excellent début de saison, pas besoin de vous le rappeler. Et cette semaine, ce sera un week-end un petit peu spécial aussi pour la Ligue. Il y a un autre événement qui se présente. La semaine dernière, c'était le week-end des rivalités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dans la Ligue de hockey Midget 3, c'est cette semaine, la semaine des rivalités, qui en fait un week-end des rivalités là, avec les matchs vendredi, samedi et dimanche. Alors, un concept qu'on répète pour une 2e saison de suite dans la Ligue après que ça a été un succès l'année dernière, plutôt la semaine des rivalités techniques qui est présentée par un des commanditaires majeurs de la Ligue, ce qui fait donc qu'on aura des affrontements avec des rivalités naturelles, principalement géographiques, bien sûr. Il y aura des affrontements entre Trois-Rivières et Magog, le Séminaire Saint-François contre Lévis, le Collège Charlemagne contre Saint-Hyacinthe, Gatineau contre Amos. Bref, vous voyez un peu le genre de week-end qu'on aura cette semaine. C'est un week-end qui est évidemment toujours plaisant. C'est des matchs où les foules sont plus faciles à attirer, où la rivalité naturelle fait en sorte qu'il y a un engouement différent pour le match. Alors, on pourra s'en reparler la semaine prochaine de comment ça aura été cette semaine des rivalités. Et je voulais également vous parler, comme je vous disais, là, un peu d'un article que j'ai vu cette semaine sur le site de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce qu'on commence déjà à parler du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sera en juin prochain, évidemment. Et on est déjà en route vers ce repêchage-là. Et on a déjà commencé à parler des meilleurs espoirs qu'il y aura cette saison dans le circuit à surveiller. Et je voulais vous en faire un peu une petite tournée. J'ai trouvé l'article bien intéressant et on pourra probablement là, en parler là, avec Patrick Desrosiers, qui est le directeur de la centrale de soutien au recrutement du junior majeur, ou avec André Ouellette qui a écrit cet article-là sur le site de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour présenter un peu ces espoirs-là. On parle d'une cuvée notamment où il y aura beaucoup de défenseurs, peut-être une cuvée davantage axée sur la défense et sur les gardiens même, plutôt que sur les attaquants. Il y en a quelques-uns des attaquants. Antonin Véraud, on en parlait notamment qu'il en est un, mais on parle de quelques bons défenseurs, que ce soit Emmanuel Jolson, Joseph Charbonneau à Charlemagne, Maverick Lamoureux, dont on parle beaucoup avec les élites de Jonquière, un excellent défenseur droitier dont on dit beaucoup de bien. Tristan Luneau, évidemment, à Trois-Rivières, lui, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle de lui. Il a un cas un peu spécial, avait joué l'an dernier à 14 ans et là, cette saison, c'est son année de repêchage. Alors, lui aussi, on le surveille beaucoup. Michael Mastro-Domenico avec le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Bref, il y en a quelques-uns quand même. C'est tôt quand même dans la saison pour amener déjà sur les espoirs en vue du repêchage du hockey junior majeur du Québec, mais on le fait déjà quand même. Alors, on pourra surveiller périodiquement cette saison qu'est-ce que ça pourra donner pour ces espoirs-là qui ont évidemment une pression différente en sachant que c'est leur année de repêchage. Je vous mentionne également les joueurs de la semaine du circuit qui vont paraître dans les prochaines heures. Si vous écoutez ce podcast le mardi après-midi, c'est probablement sorti au moment où on se parle. Julien Hébert, l'attaquant des Chevaliers de Lévis, qui a récolté 4 points cette semaine en 3 rencontres avec un différentiel de +3, première et deuxième étoile des matchs qu'il a disputés. Le joueur défensif, un défenseur du Blizzard du Séminaire Saint-François, Émile Chouinard, qui a récolté un excellent week-end, très solide défensivement, impliqué physiquement. On parle de lui comme d'un excellent défenseur, principalement en désavantage numérique pour le Blizzard du Séminaire Saint-François. Alors, ça fait le tour un peu de l'actualité cette semaine que j'avais à vous parler au niveau de ce qui se passait sur la patinoire comme telle, ce qui m'amène donc à vous présenter notre invité de la semaine, un premier invité qui est Marc-André Rondat, comme je vous en parlais, entraîneur-chef des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Salut Marc-André, ça va bien? Ça va bien, toi, Jasmin? Oui, ça va bien. Comme je te présentais un peu tantôt, Marc-André, tu as le privilège de dire que présentement, tu es la seule équipe au Canada qui est sûre de jouer la Coupe TELUS. Ça doit être un peu spécial quand même comme saison. Comment tu le vis, ce début de saison-là, toi?
En fait, oui, le mot est exact là, pour être un privilège. On aura une chance exceptionnelle de pouvoir compétitionner au mois d'avril, justement, à Coupe TELUS qui sera présentée ici. On essaie de pas mélanger les choses dans notre début de saison puis ce qu'on aura à vivre à la fin de la saison. Donc, présentement, on est plus à l'étape de vouloir s'améliorer tous les jours puis progresser de semaine en semaine. Là. Justement, ton début de saison, je voulais t'en parler un peu. Bon, quand on regarde l'affiche comme telle, vous avez 5 victoires en 13 matchs. Je suppose que c'est peut-être pas le début de saison que vous souhaitiez avoir. Quel genre d'équipe tu as cette saison et quel genre de début de saison ça a été pour vous? Ben, c'est sûr que ça peut paraître comme un lent départ. Là. Je te dirais que c'est sûr que quand on regarde victoire-défaite, présentement, on est un petit peu en dessous des attentes. Mais en même temps, on a reçu notre calendrier de début de saison. Là, dès l'an passé, on savait qu'on avait des gros défis qui nous attendaient. On a déjà rencontré 4 fois les cantonniers de Magog. Donc, c'est sûr que quand on regarde leur fiche à eux, justement, là, c'est une équipe qui est très difficile à battre. Jusqu'à ce week-end, on était la seule équipe qui avait réussi à aller en tirer une. Mais effectivement, ça rend les choses un petit peu plus complexes quand le calendrier est difficile en début de saison puis qu'on a une attaque qui est très, très jeune. Là. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a de l'apprentissage à avoir encore. Tu me parles un peu des cantonniers. Ça m'amène, je veux te demander, j'en ai parlé la semaine passée dans la première émission du podcast. Les cantonniers, ça fait 2 ans de suite qu'ils gagnent et cette année encore arrivent et sont dominants. Parle-moi un peu de ce que tu penses de cette équipe-là qui, depuis 3 saisons, là, c'est spécial. C'est rare qu'on voit ça au Midget 3, une équipe qui, 3 ans de suite comme ça, là, a des résultats exceptionnels comme ceux-là. Ben, c'est sûr qu'il faut leur rendre crédit, surtout au développement qui est fait en dessous, je pense. Là. La qualité des joueurs qui sortent de l'Estrie dans les dernières saisons est assez exceptionnelle. Je pense au programme d'hockey Triolet qui produit beaucoup de joueurs qui jouent même ailleurs dans le circuit. Je pense que Félix et sa troupe ils ont trouvé la recette magique, soit dans le Gatorade ou dans la nourriture qu'ils mangent là-bas. Mais, la recette que tout le monde cherche. Oui, exactement, mais sans blague à part, là, tu vois que c'est une équipe qui est année après année très, très disciplinée, autant dans leur façon de jouer que ils sont difficiles à affronter, ils sont tout le temps physiques, mais en même temps, tu as de la misère à avoir beaucoup d'avantages numériques contre cette équipe-là. Puis, ben, c'est une équipe qui excelle ses unités spéciales année après année. C'est un petit peu la recette gagnante là, pour la saison régulière, en tout cas. Dans cette ligue-là, si tu veux être capable de gagner beaucoup de matchs d'affilée, il faut que ton avantage numérique, ton désavantage numérique excelle. Si on revient un peu avec ton équipe, avec les Gaulois, j'aimerais ça t'entendre sur comment s'est préparé cette saison-là, le défi que ça représentait, parce que, bon, ça fait plusieurs mois déjà que tu sais que tu allais avoir une grosse saison cette année. Comment tu l'as préparé, la saison, cet été, dans les camps de développement que tu avais pour amener tranquillement, pas vite, à en arriver à la saison régulière, à une équipe où tu sais là, que tu vas devoir l'amener jusqu'au mois d'avril, cette équipe-là, et elle va jouer longtemps au hockey cette saison? Mais ce qu'on recherchait le plus possible, c'est sûr que c'était des jeunes joueurs qui avaient du talent. Qu'on n'avait pas peur d'avoir des choses à travailler. On cherche les jeunes qui vont être à leur meilleur, dans le fond, après Noël, là, parce qu'on quand on parle de chance d'être à Coupe TELUS, c'est aussi la chance d'avoir plus de temps que n'importe qui au pays pour se préparer. De pas trop focuser sur c'est quoi les acquis qu'ils ont présentement, mais plutôt de où on peut les amener. Autant individuellement, psychologiquement, mentalement, ça va être important que tous les gars puissent jouer en confiance. Rendu là, c'est une semaine qui est très, très, très éprouvante. On a fait nos devoirs de poser des questions aux gens qui les ont vécu dans les dernières années. On a aussi, on avait aussi des observateurs là, qui sont allés aux 2 dernières Coupes TELUS. Quand on a su qu'on était dans le processus, on a des gens qui sont allés observer les 2 dernières Coupes TELUS pour voir un petit peu comment se passent les semaines, surtout au niveau des équipes hôtesses, qui ont un horaire un petit peu plus précis, dans le fond, parce qu'ils jouent le soir. Chacun des matchs en soirée, exact. Ouais. Comment on fait pour instaurer une routine qui sera la même là, du lundi au vendredi. Fait qu'on travaille fort là-dessus. On essaie aussi de s'entourer de gens qui ont gagné des championnats, mais surtout qui ont vécu des championnats de courte durée. Que ce soit la Coupe Memorial des dernières années, que ce soit
des championnats du monde des moins de 17 ans ou même des championnats du monde junior, ou etc. Donc, autant des gens qui ont été impliqués de proche et de loin, l'important, c'est de ne pas négliger tous les aspects ou les composantes qu'il faut qu'on améliore chez les joueurs de hockey. Quand tu me parles de ces aspects-là, de ces composantes-là, est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un t'a parlé dans les derniers mois, dans les dernières semaines, qui t'a surpris ou qui t'a amené à ajuster ton plan de la saison, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne savais pas puis que ces personnes-là t'ont fait réaliser qu'il va falloir qu'on gère ça? Je n'avais pas pensé à ça? Ben, réaliser, pas penser, je pense que toutes les informations sont pertinentes. Une des choses qui est primordiale, je pense qu'on a pu voir même là, en observant à la télévision les 2 dernières Coupes TELUS, c'est sûr que le niveau d'énergie, la fatigue des joueurs, elle devient un facteur. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Tu dois être à ton meilleur 7 jours consécutifs si tu veux remporter le tournoi. Je pense que ça fait partie de notre thinking un peu de tous les jours, d'être capable d'essayer de mettre l'emphase sur l'énergie avec notre préparateur physique. Je te dirais même qu'à certaines semaines, on est prêt à sacrifier un petit peu d'énergie peut-être dans nos week-ends, dans nos matchs de début de saison. Mais on met la pédale dans le fond là, dans nos entraînements hors glace. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on a senti que c'était vraiment prioritaire pour nous là, dans notre mois de septembre, octobre, novembre, dans notre planification. L'autre chose, c'est qu'on travaille fort avec notre préparatrice mentale dans le but que les gars soient vraiment dans le moment présent, qu'on essaie d'oublier soit les mauvais week-ends, les mauvaises semaines, les mauvaises séquences, puis aussi à l'inverse d'être capable d'être fier ou d'être content d'une bonne semaine ou d'une victoire ou d'une bonne performance individuelle, mais qu'on doit rapidement passer à d'autres choses dès le lendemain. Tu me parles d'une préparatrice mentale. C'est rare parfois qu'on entend ça pour des équipes aussi jeunes que celle-là. Comment ça se fait? Comment ça se passe, une préparatrice mentale avec des jeunes de 15, 16, 17 ans? C'est évidemment un âge qui est plus tôt. Quel genre de travail elle essaie de faire avec eux pour les préparer pour ça? Dans le fond, on est à l'étape où chacun des joueurs a des consultations individuelles. C'est un petit peu la même chose que des outils qu'un joueur de hockey. Chaque joueur, là, nous autres, les coachs, on est capable de déceler leur force sur la patinoire puis leurs points améliorés. Ben, elle est dans ce défi-là présentement aussi de pouvoir apprendre à connaître chacun des joueurs qu'il y a dans notre vestiaire, mais surtout de savoir c'est quoi leurs aptitudes, leurs qualités, leurs forces mentales, psychologiques. Puis à l'inverse, ben, y en a-tu là-dedans qui ont peut-être des points améliorés ou des mises au point à faire sur leur préparation de match, sur leur dialogue interne, sur leur façon d'être positif, même sur leur façon peut-être de dealer avec les entraîneurs, de dealer avec leurs coéquipiers. Donc, c'est un petit peu, on est un peu à l'étape d'apprendre à les connaître dans le fond. Donc, la préparatrice mentale a fait des rencontres individuelles, des petites entrevues ou même juste des petites causeries avec eux. Par la suite, il y aura certaines peut-être théories de groupe qui seront faites là, justement sur comment on fait pour bien se préparer. On va tenter aussi d'avoir un réglage d'activation pour chacun des joueurs. Il y en a certains qui ont besoin d'activer vraiment beaucoup leur corps, leur cerveau, leurs neurones avant un match. Il y en a d'autres que c'est l'effet inverse, sont très anxieux, sont très stressés. C'est plus un retour au calme en fin d'activation qui ont besoin. Il y a certains que c'est la respiration. Fait qu'on va aussi essayer d'en arriver à avoir vraiment une individualisation au niveau de notre activation. Puis par la suite, être tout le temps disponible aussi pour que les gars puissent la rencontrer quand ils ont des besoins personnels. C'est super intéressant, Marc-André. Quand je disais en début d'émission que je voulais te parler tôt dans la saison pour qu'on comprenne vraiment le processus qui amène, c'est le genre d'exemple un peu du processus là, qui est à très long terme pour amener vers la Coupe TELUS. Tantôt, tu me parlais de la Coupe Memorial, puis je veux te demander le parallèle parce que je le trouvais intéressant. La Coupe Memorial, au niveau junior majeur, c'est l'équivalent de la Coupe TELUS, évidemment, pour le Midget 3A. L'équipe hôtesse qui y participe, elle le sait évidemment qu'elle peut participer, mais elle peut se préparer là, avec des échanges, avec le repêchage, avec un paquet d'outils au junior majeur pour améliorer son équipe rapidement et efficacement. Parle-moi de comment on prépare une équipe Midget 3A, parce qu'évidemment, la réalité est différente. Il n'y a pas d'échange, il y a une forme de repêchage, mais on se fie vraiment plus à notre bassin. Alors, comment vous êtes préparé en se disant, cette saison, il faut qu'on soit bon, là, il faut qu'on soit meilleur qu'on l'a été les autres saisons?
ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut qu'on soit bon. Et puis, il faut qu'on essaie d'être à notre meilleur, dans le fond, là, au mois d'avril, pas au mois d'octobre, pas au mois de septembre. Fait que c'est vraiment d'essayer de mettre le classement de côté présentement, puis de vraiment se dire c'est quoi les étapes qu'on doit franchir, sachant très bien qu'on a besoin de 20 joueurs pour passer à travers cette semaine-là à Coupe TELUS. Fait que, pour être bien franc avec toi, on a encore 3 unités, certaines semaines, 4 trios qui vont jouer en avantage numérique. On a 12 attaquants qui jouent en désavantage numérique. On essaie que tout le monde doit toucher à toutes les situations. Je crois pas au fait qu'on fasse une sélection après le match en début d'année, là, dans le fond, pour dire bon, ben, toi, tu vas être mes éléments sur l'avantage numérique, toi, tu vas être mes éléments sur le désavantage numérique. Quand on n'est pas vraiment en mesure de pouvoir l'enseigner à tout le monde encore en début de saison. Fait que l'important pour nous, c'est vraiment que tout le monde joue toutes les situations. L'autre chose, quand tu faisais le parallèle avec la Coupe Memorial par rapport à se préparer, c'est sûr qu'il y a l'aspect hockey, mais la Coupe Memorial ou la Coupe TELUS viennent aussi à la fin des séries éliminatoires. Fait que, à l'entrée des séries éliminatoires, l'important, c'est vraiment de focuser sur notre adversaire qu'on aura sur le moment présent, puis de jouer le plus de rencontres possible. C'est un petit peu ça l'objectif aussi d'avoir à se rendre le plus loin possible pour éviter un long temps de repos entre ton dernier match et le premier de la Coupe TELUS. Mais nous autres, comme entraîneurs, comme staff, on doit s'être préparés dans toutes les éventualités. Là, si on pense au Cataracte de Shawinigan à l'époque qui avait été éliminé très tôt, qui avait été... 40 jours, plus de 40 jours, je pense, sans jouer. Exactement. Là, donc, puis on l'a vu aussi dans d'autres équipes dans l'Ouest où c'est arrivé à la Coupe Memorial. Donc, on devra avoir un plan précis puis pas attendre d'être mis face à cette situation-là si jamais ça se doit d'arriver. Fait que c'est sûr que quand on dirige nos joueurs derrière le banc ou même dans notre vestiaire, quand on s'adresse à eux, ben, on est dans le moment présent. Mais quand on est à l'intérieur du bureau ou avec nos patrons, ben, on essaie le plus possible de quand même passer un peu de temps chaque semaine sur notre planification puis nos objectifs de fin de saison. Ça me fait sourire un peu quand tu dis être le moment présent avec les joueurs parce que je suppose que tu voudrais qu'on n'en parle pas trop de la Coupe TELUS au niveau des joueurs, mais je suppose aussi que des jeunes de 15, 16, 17 ans qui savent qu'ils vont jouer pour la Coupe TELUS, ça doit être un engouement un peu spécial dans la chambre. Est-ce que tu interdis qu'on en parle? Comment ça se passe dans le vestiaire? En fait, on ne veut pas aller vers interdire d'en parler. Je pense que les jeunes qui ont quelque chose en tête, ben c'est un de leurs besoins d'en parler ou de s'extérioriser. En même temps, on peut pas non plus se faire une cachette puis leur faire à croire que c'est pas sûr qu'on va être là. Ils sont tous assez intelligents pour savoir qu'ils vont avoir l'opportunité. Je te dirais plus que nous autres, on n'en parle pas devant le groupe nécessairement. On ne l'aborde pas là, semaine après semaine. C'est pas non plus notre façon de dire on amène soit telle tactique ou tel système en but de la Coupe TELUS. Je t'avouerais que même dans notre sélection d'équipe, c'est pas quelque chose qu'on a abordé à toutes les semaines avec les joueurs. On l'a abordé en début de saison une fois, tout le groupe ensemble. On va le réaborder probablement à l'approche du challenge parce que pour nous, ça sera une sorte de préambule. Un peu, ouais. Ouais, de préambule pour dire bon comment on peut préparer nos journées, comment on va fonctionner. L'autre chose, c'est tous les matchs où on a un 2-en-2, on a eu des difficultés là, en début d'année avec notre deuxième match du week-end quand c'est 2 matchs en 24 heures. Donc, c'est sûr qu'on se sert un peu de notre fin de saison pour tenter plus rapidement dans la saison de trouver des solutions puis d'essayer de mettre le doigt sur ça peut être quoi les petites problématiques. Mais ce qu'on souhaite le plus, puis quand je parlais du moment présent, ce qu'on souhaite le plus, c'est que les joueurs, là, on a beaucoup d'étapes, on a beaucoup de marches à monter avant d'arriver à cette semaine-là, cette compétition-là qui va être très relevée. Puis si j'ai trop d'exemples qui me viennent en tête d'équipes ou de joueurs là, qui tentent de sauter des étapes, de monter 3 marches à la fois ou de vouloir jouer justement cette compétition-là avant même d'avoir passé nos 42 matchs de saison, notre challenge, nos séries éliminatoires. Fait que, tu sais, on veut quand même être une équipe difficile à affronter à tous les jours, puis il y a des choses qu'il faut qu'on fasse
sa patinoire, puis en dehors de la glace là, pour se préparer pour notre prochain week-end, exemple, qui est contre Charlemagne, et non pas pour notre semaine du mois d'avril. Finalement, Marc-André, je vais te demander je sais que tout est plus dans le volet hockey, puis c'est normal, mais est-ce que tu sens une vibration, une vibe différente un peu à Saint-Hyacinthe? Est-ce que tu sens déjà qu'il y a un engouement lors des matchs, par exemple? Est-ce que les gens savent qu'il va y avoir quelque chose de spécial à Saint-Hyacinthe au mois d'avril? Une des choses que je peux te dire, c'est qu'on a une équipe, il y a une équipe incroyable qui a été mise en place là, pour le comité organisateur. Ouais. Je suis côté par M. Jean-Claude Ladouceur, là, qui est un bon ami à M. Jean Bédard. L'engouement, ouais, je suis obligé de te dire qu'il y en a une. Le nombre de personnes qui avaient ici à notre match d'ouverture. Je vais même te dire, tu sais, je pense que ils ont un objectif d'impliquer beaucoup d'autres disciplines autour dans notre communauté sportive de la région. Même les équipes en dessous de nous de la structure. Ça va être un événement qu'eux autres aussi vont vivre avec nous. Donc, oui, il y a un engouement spécial au niveau de nos entraîneurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent, qui vont être présents pour nous donner un coup de main aussi. Certains, ça sera des minuscules coups de main, peut-être juste quelques appels téléphoniques. D'autres seront peut-être présents ici pour nous supporter, nous appuyer. Mais on sent beaucoup de gens derrière nous, une grosse vague que je pense que la ville de Saint-Hyacinthe avait besoin aussi là, pour le hockey, mais pour le sport amateur, le hockey mineur, puis tout ce qui se passe autour. Ben Marc-André, je vais te souhaiter bonne chance pour cette saison-là. Si tu le veux bien, je prends déjà rendez-vous avec toi en janvier. On fera déjà un autre point de mire un peu vers la Coupe TELUS parce que toute cette saison, je pense qu'on va s'en parler de temps en temps quand même pour la préparer. C'est un bel événement qu'on va avoir au Québec. Puis on l'a une fois aux 5 ans. Alors, il faut en profiter la saison où on l'a, ce tournoi-là. Bonne chance cette saison dans le processus que tu veux amener avec ces jeunes-là. Puis on va se reparler plus tard cette année. Merci beaucoup, Jasmin. Salut. Bye-bye. Alors voilà, c'était Marc-André Rondat, entraîneur-chef des Gaulois de Saint-Hyacinthe qui qui sont, comme je l'ai dit depuis le début de l'émission, la seule équipe au Canada assurée de participer à ce tournoi-là. Un tournoi qui, j'en ai pas parlé avec Marc-André, mais évidemment, c'est un tournoi qu'au Québec, on n'a pas gagné depuis 2001. Alors, il y a une pression qui vient quand même avec ça aussi à chaque saison. On a l'impression que c'est un fardeau de plus là, à chaque année parce qu'on veut le gagner, ce tournoi-là au Québec. Alors, on va en reparler abondamment cette saison, c'est certain. Et justement, pour compléter un peu sur le sujet de la Coupe TELUS, comme je vous en parlais en début d'émission, j'ai une entrevue que j'ai faite avec Jean Bédard, dont vous parlez Marc-André, qui est du comité organisationnel de la Coupe TELUS, que j'ai réalisé au mois d'août dernier avec lui à propos du défi que ça représente d'organiser un événement comme celui-là. Alors, je vous propose qu'on écoute ça maintenant. Monsieur Bédard, j'aimerais ça vous demander d'abord qu'est-ce que ça représente d'organiser la Coupe TELUS. C'est un gros événement qu'on a une fois aux 5 ans au Québec. Vous venez du milieu de la boxe quand même, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, mais qu'est-ce que ça représente le défi de la Coupe TELUS? Bien, moi, je pense que c'est un défi important. Premièrement, c'est un des événements au hockey les plus importants au Canada. Là, on s'adresse vraiment à l'élite, si on veut, du pays. En même temps, ben c'était tous les 5 ans au Québec, donc on a aussi cette pression-là. On fait pas ça juste pour Saint-Hyacinthe, mais vraiment pour le Québec. Donc, c'est un beau défi. Puis donner la chance à nos gens, à notre organisation, là, d'amener cet événement-là, puis ce calibre de hockey-là chez nous à Saint-Hyacinthe, c'est très positif. C'est le genre d'événement qu'on a la chance d'organiser une seule fois. T'sais, il ne reviendra pas à Saint-Hyacinthe avant un bon bout de temps. Ça apporte ça aussi, je suppose, une certaine pression de dire on ne peut pas se manquer, c'est une fois, c'est une semaine, puis ça va être tout après. C'est ça, puis c'est ça qui est le fun des événements comme ça, parce qu'on a eu la chance d'organiser les Jeux du Québec en 2005. C'est pas quelque chose qui revient souvent. Et par contre, ça nous permet... comme organisation, puis aussi comme collectivité, de se rassembler. Ce qui est un peu drôle dans notre cas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient organisé les Jeux du Québec, ça leur manque ces événements-là, puis avec la Coupe TELUS, bien, ça leur permet de retravailler ensemble. Puis effectivement, on n'a pas 2 chances, mais on a juste une chance de bien faire. Puis nous autres, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se souviennent de la Coupe TELUS à Saint-Hyacinthe comme un événement qui a été très bien organisé. Je vous parle aujourd'hui, on est au mois d'août 2019, ça va être en avril 2020. Parlez-moi un peu de l'échéancier que ça représente d'organiser un événement comme ça. On en parle déjà, on est à quoi, 8-9 mois de l'événement, puis je suis sûr que vous le travaillez déjà depuis un bon bout de temps quand même. Parlez-moi un peu de tout ce que ça représente d'organiser ça. Bien, je pense que le plus important, c'est vraiment d'établir le comité organisateur, s'assurer qu'on a des personnes clés à chacun des postes importants. Ça, on l'a complété, je dirais, ça fait peut-être même, je dirais au
moins un an quasiment qu'on sait déjà qu'on a des équipes. Là, en ce moment, le défi, je dirais, il y a deux choses qui sont importantes. C'est recruter les bénévoles parce que c'est quand même, ça dure une semaine. Même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'heures. Et puis le financement aussi, s'assurer qu'on a les ressources financières pour avoir un événement à la hauteur de ce qu'on souhaite. Donc là, la fréquence des réunions va devenir de plus en plus fréquente et concrète. Au début, on parlait là, de façon générale de l'événement. Je dirais que ce qui a donné vraiment le coup d'envoi, c'est quand on a envoyé une délégation, c'était à Thunder Bay, je pense, au mois d'avril. Les gens sont revenus de ça, puis là, je pense qu'ils ont vu c'était quoi l'événement. C'était beaucoup plus concret. Donc, on a senti vraiment une accélération. Puis je dirais qu'à partir de septembre, on l'a laissé passer l'été, où c'était un petit peu moins fréquent, mais à partir de septembre, d'ici au mois d'avril, on va tomber dans le sprint. Sur une base personnelle, vous, on vous a connu comme quelqu'un qui organisait beaucoup d'événements de boxe, des événements d'envergure dans le milieu de la boxe. Maintenant, le hockey, c'est quelque chose de différent. Je sais que vous en avez fait beaucoup aussi, mais c'est différent quand même. Peut-être un peu le défi entre les deux sports un peu, puis la taille des événements aussi, c'est pas du tout la même chose. C'est sur 6 jours, la boxe, c'est sur un soir. Ce qui est beaucoup différent, on sait qu'il va y avoir 6 équipes qui vont être là. Les matchs vont avoir lieu. Les équipes vont être préparées. Le gros défi à la boxe, c'est que c'est toujours très fragile. Moi, je me rappelle toujours quand on faisait un événement de boxe, la finale, c'est la clé de l'événement. Et on était jusqu'à la pesée pour s'assurer que les deux boxeurs faisaient le poids pour dire finalement on a un événement. Parce qu'on le sait, là, on le voit. Ça peut arriver que ça soit cancellé. Fait que tu fais beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, tu t'engages des dépenses puis tout ça. Puis pour une raison, le gars fait pas le poids, le gars se blesse une semaine avant. Souvent des boxeurs probablement qui ont boxé blessés parce que le promoteur pouvait pas se permettre de reporter l'événement. Fait que c'est ça un peu la différence. C'était cette pression-là à court terme à la boxe qui était très tannante et qui était finalement, comme promoteur, t'étais comme la journée que tu savais que tu avais un combat, tu étais comme soulagé, ton travail était quasiment terminé. Alors qu'au niveau du hockey, on sait que l'événement va être là, on sait que les 6 équipes vont se présenter. On sait que le 26 avril, il va y avoir une finale, puis tout ça. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus du long terme, c'est beaucoup du travail de plus long terme. Peut-être un peu moins de pression là, lors d'événements, puis surtout que c'est sur une semaine en même temps. Fait que ça te permet de t'ajuster. Un gala de boxe, ça part croche, t'es en retard, ou il arrive une bad luck, ben, la soirée peut être plate ou un imprévu. Là, il y a un trou parce que la télévision voulait juste commencer à 10h, puis là, t'as plus de combat parce que les premiers sont partis ont terminé trop rapidement. Tu as toujours cette pression-là. Tandis que l'autre, tu peux planifier beaucoup plus à long terme. Bon, on va souhaiter la meilleure des chances. Merci beaucoup, M. Bédard. Voilà, c'était Jean Bédard, président du comité organisationnel de la Coupe TELUS 2020 qui aura lieu, comme on en parle depuis le début de cette émission, à Saint-Hyacinthe, en avril 2020. Ça fait le tour un peu et comme je le disais avec Marc-André, on en reparlera plus tard cette saison, assurément. Je pense qu'on ne pourra pas trop en parler de la Coupe TELUS. Il faut en parler puis il faut souligner cet événement-là qui se promène partout au Canada et qui, cette saison, sera là, à quelques minutes de Montréal. En terminant, je voulais vous présenter un reportage qui a été présenté à Sport 30 il y a quelques jours à peine, ce week-end, présenté par Jean-Luc Legendre sur un sujet qui est un peu plus épineux, qu'on parle beaucoup depuis quelques mois maintenant, le fameux dossier des joueurs Midget 3A parfois qui, lorsqu'ils sortent du Midget 3A, prennent une décision, que ce soit au niveau des États-Unis ou de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est souvent le choix entre les deux pour la plupart. Et Jean-Luc Legendre a réalisé un reportage à propos de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui, elle, veut présenter ce qu'elle a à offrir, comme on dit, aux joueurs de hockey. Alors, je vous propose qu'on regarde ce reportage-là qui a été diffusé il y a quelques jours à Sport 30. Shawinigan, en Mauricie, c'est au domicile des Cataractes que la LHJMQ a invité une cinquantaine de talentueux joueurs de la Ligue Midget 3A, ceux âgés de 15 ans, ceux qui pourraient être repêchés en juin prochain à Sherbrooke. Il faut en apprendre plus de la LHJMQ, on a plein de questions, donc ici, ils répondent tout à nos questions. Un début pour nous introduire un peu à la Ligue. Maverick Lamoureux aimerait bien suivre les traces de son père Patrick, un ancien choix de première ronde des Bisons de Granby, pour qui la Ligue a bien changé. C'est un nouveau monde, là. Je veux dire, c'est vraiment un encadrement professionnel, spécialement pour le niveau scolaire. Tous les joueurs sont obligés maintenant d'aller à l'école, contrairement dans mon temps. C'est dans l'espoir de convaincre les jeunes et leurs parents d'opter pour la LHJMQ que cette première journée porte ouverte a vu le jour. Un peu de démystifier qu'est-ce que la LHJMQ a à offrir, puis aussi répondre aux questions. Des fois, les parents ont des inquiétudes qui sont normales, mais nous, on répond à ces questions-là. Les préoccupations des parents étaient diverses, allant des études aux bagarres.
Parents et joueurs ont eu droit à des rencontres sur le déroulement d'une saison et sur le processus de repêchage. Moi, je suis là pour vous aider à vous faire repêcher. Les jeunes ont aussi pu sauter sur la glace pour obtenir les précieux conseils d'entraîneurs de la LHJMQ. Midget 3A, qu'il y a des choses qui vont marcher, que peut-être au junior, ça ne fonctionnera pas. Parmi ces joueurs, quelques-uns ont déjà reçu des offres pour poursuivre leur apprentissage dans les collèges américains. L'initiative de la LHJMQ vise donc à prendre les devants et à prévenir leur exil. J'ai eu des offres pour aller, mettons, à des universités américaines, mais je ne sais pas encore. La LHJMQ, je trouve que c'est bon, mais je pourrais avoir d'autres options aussi. La LHJMQ accueille annuellement dans ses rangs en moyenne 140 nouveaux joueurs, alors qu'une quinzaine optent pour les rangs américains. Il est toutefois trop tôt pour dire si l'initiative de la Ligue pourra retenir les joueurs invités. C'est sûr que ça a beaucoup éclairci à venir ici, puis on verra dans le futur. Ça répond à toutes mes questions, puis je trouve ça vraiment génial, la LHJMQ. Jean-Luc Legendre, RDS Info, Shawinigan. Alors voilà ce reportage-là. Évidemment, on est dans une balado-diffusion qu'on présente autant en audio qu'en vidéo. Je sais que je vous ai présenté un reportage vidéo. On a vu plusieurs joueurs de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec que je suis certain que les gens qui nous écoutent en audio reconnaissent peut-être probablement pas par la voix. On a vu Maverick Lamoureux, Justin Côté, Antonin Véraud, dont je vous parlais en début d'émission aussi. Ce sont tous des espoirs de 15 ans qui vont être scrutés cette saison et que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, bien évidemment, voudrait garder au Québec et voudrait amener avec eux. Ce sera donc un dossier à suivre qu'on va reparler cette saison, mais je trouvais le reportage intéressant à vous présenter. Ça fait le tour un peu pour cette semaine. Il y aura quand même un autre épisode mardi prochain et je voulais vous parler aussi vendredi soir à Sainte-Catherine au Collège Charlemagne. On va rendre hommage à un des plus grands, sinon le meilleur entraîneur de l'histoire de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, M. Martin Russell, qui domine à peu près toutes les catégories d'entraîneurs dans l'histoire du circuit, qui a gagné beaucoup de matchs de hockey pendant beaucoup d'années avec les riverains du Collège Charlemagne. On va lui rendre hommage vendredi soir au Collège Charlemagne à Sainte-Catherine. S'il y a des gens qui sont dans le coin et qui veulent y aller, ce sera un rendez-vous. J'irai faire un tour là et je vais lui parler avec Martin Russell. Donc, je pourrais vous présenter cette entrevue-là la semaine prochaine lors de notre podcast. Moi, honnêtement, je viens de cette région-là, le Collège Charlemagne. Je viens de la Prairie, à quelques minutes de là. Et quand j'étais jeune, puis que j'allais te voir de temps en temps les riverains du Collège Charlemagne, c'était Martin Russell, l'entraîneur. Puis à ces années-là, ben, les riverains étaient vraiment dominants, avec notamment Guillaume Latendresse dans ces années-là aussi, là, au milieu des années 2000, environ un peu avant même. Alors, je pense que ça va être un hommage bien mérité pour lui à Martin Russell, qui est maintenant membre du Temple de la renommée de la Ligue Midget 3 du Québec depuis le mois de mai dernier. Un honneur qui est évidemment pleinement mérité. Alors, ça fait le tour un peu. Bonne semaine des rivalités à toutes les équipes. Midget 3A, comme je vous en parlais, ce sera un week-end avec beaucoup de rivalités naturelles qu'on surveillera. Merci à nos collaborateurs cette semaine, nos invités cette semaine, Marc-André Gronda, Jean Bédard et à Jean-Luc Legendre pour ce reportage. Et on se revoit mardi prochain. Bonne semaine de hockey à tous. Merci d'avoir été là.